même si aujourd'hui les outils d'appréhension de la conjoncture économique que l'on a habituellement, qui sont des outils qui sont liés à des indicateurs de climat des affaires, où on interroge les chefs d'entreprise sur la perception de l'activité, ou même des métriques très classiques comme des indices de production industrielle, comme des indices de chiffre d'affaires, aujourd'hui ne sont pas du tout opérationnels pour rendre compte de ce qu'est l'évolution de l'activité. Parce qu'on est sur un arrêt qui est tout à fait soudain, qui est tout à fait brutal. Et donc, par exemple, une raison très simple qui explique la non-praticabilité des indicateurs habituels, c'est qu'un indicateur quantitatif, en général, il est publié avec 40 jours de retard par rapport au moment où se termine la période sur laquelle il s'applique. Donc, par exemple, un indicateur de production industrielle pour le mois de mars ne sera connu que début mai. Donc, et pour autant, on a besoin de comprendre ce qu'est l'évolution de l'activité. Donc, il faut faire preuve un peu d'inventivité, aller chercher des indicateurs un peu originaux, type qui sont à haute fréquence, type la consommation d'électricité, type la fréquentation de certains lieux publics. Alors actuellement, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais Google Analytics nous permet de suivre un petit peu ce qui se passe. Et donc, il faut aller chercher, il faut essayer de traquer les mécanismes qui vont rendre compte de ce qu'est l'ampleur de la contraction de l'activité. Parce qu'on est dans une contraction d'activité, mais qui ne renvoie pas à des sujets économiques. Donc, il faut bien garder tout le temps présent à l'esprit le fait qu'on n'est pas sur une crise économique ou une crise financière, mais on est bien sur une crise sanitaire dont les réponses que l'on essaye d'apporter à cette crise sanitaire peuvent faire muter celle-ci en une crise économique, en une crise financière qui elle-même en retour peut avoir des conséquences en termes de crise économique. Donc c'est bien important de toujours parler de partir du fait générateur qui a un fait de crise sanitaire qui conduit à des réponses qui ont une influence sur l'économie. Donc, c'est un peu ces influences que l'on peut essayer de traquer pour comprendre quelle est la mécanique économique qui se met en place, qui est évidemment une mécanique récessive, parce que ce que l'on fait, c'est qu'on contraint l'offre. Alors, est-ce que les slides passent? Voilà. On est sur un moment où on vient contraindre par une décision sanitaire l'offre de travail. L'offre de travail, c'est simplement le fait que les personnes ne se déplacent pas, ne peuvent pas faire leur activité de production de manière classique. Et dans une économie nationale, une baisse de l'offre, de la quantité de travail, c'est une baisse de la production et c'est une baisse de revenus. Alors, c'est une baisse de revenus appréhendée au niveau de l'économie nationale. Cette baisse de revenus, eh bien, ensuite, on peut avoir des choix quant aux modalités de l'arbitrer entre les différents acteurs qui composent l'économie. Il y a trois grandes catégories d'acteurs dans une économie. Ce sont les ménages, ce sont les entreprises, ce sont les administrations publiques, c'est l'État en particulier. Et les modalités de choix que l'on va avoir quant à la répartition de cette baisse du revenu général dans l'économie, eh bien, va avoir des influences sur les comportements de type de dépenses. Par exemple, le choix qui est fait d'une manière générale en Europe, qui n'est pas le choix qui est appliqué aux États-Unis, c'est de faire porter la baisse du revenu principalement sur deux agents, que sont les administrations publiques, que sont les entreprises et les indépendants. En revanche, la part qui est prise par les ménages est relativement faible, ou plutôt s'applique à une population spécifique de ménages, puisque avec l'utilisation très importante du chômage partiel, le pari qui est effectué, c'est celui de limiter la baisse de revenus sur les ménages, mais c'est aussi un pari qui consiste à garder le lien contractuel entre un salarié et une entreprise de manière à ce que le salarié soit présent au moment où il va falloir faire le redémarrage de l'activité et donc se remettre en production. C'est un choix totalement inverse qui est fait aux États-Unis, par exemple, où là, il y a une rupture de la relation contractuelle. La prise en charge de la baisse de revenus national par les ménages est beaucoup plus importante aux États-Unis qu'elle ne l'est en zone euro, ou en Europe et en France en particulier, où cette baisse de revenus va s'appliquer par une baisse des recettes publiques et par une compensation de l'État du chômage partiel dans des proportions importantes. Cette baisse, elle est également prise par les entreprises, au travers, cette fois-ci, de la baisse du chiffre d'affaires, qui est majeure, qui est soudaine, brutale et même quasi intégrale pour certains secteurs d'activité. Évidemment, la restauration, mais également tout un ensemble d'activités
l'activité commerciale. Et cette baisse de chiffre d'affaires, elle n'est que compensée partiellement par le fait que l'on va limiter les dépenses variables ou les coûts fixes que peuvent être les activités, que peuvent être le fait qu'on rémunère des salariés désormais par le chômage partiel. Donc, il y a une compensation par l'État. Mais le fait générateur, c'est quand même qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires qui n'est compensée que partiellement par la prise en charge par l'État de certaines dépenses. Donc, comme ce sont les recettes publiques et les revenus principalement des entreprises qui sont affectés, eh bien, les conséquences, ça va être une baisse de la demande, puisque de ce revenu, il se déduit un certain nombre de demandes. Et du côté des entreprises, ce qui va se passer, c'est une baisse de l'investissement, une compression des coûts qui va intervenir. Et ça, c'est un processus qui est de nature récessive. De même, du côté des ménages, même s'il y a on essaye de préserver leurs revenus, il n'empêche qu'il y a toute une catégorie de population, les indépendants, les personnes qui sont en travail sur du temps, sur des contrats courts ou sur des CDD, eh bien, ces personnes-là voient leurs revenus diminuer. Et donc, on a une compression de la consommation. Et cette compression de la consommation, elle est d'autant plus accentuée dans le contexte du confinement qu'on a une impossibilité physique de faire de la consommation, puisqu'il y a une impossibilité de se mouvoir, la mobilité est restreinte. Et donc, de facto, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez une forme d'épargne forcée qui est en train de se constituer, puisqu'on maintient autant que faire se peut le revenu des ménages, mais ceux-ci ne peuvent pas dépenser. Et donc, nécessairement, vous avez une augmentation de l'épargne, cette épargne forcée qui se constitue, et c'est un élément, c'est le premier élément qui permettra précisément la relance de l'activité au moment où on sortira du confinement. Parce que même si on peut imaginer qu'on va passer d'une situation où, en gros, prenons le cas de la restauration, on est passé d'un indice d'activité où on faisait 100 d'activité, on est tombé à 0, 0 plus, parce qu'il y a quand même un peu de travail pour les traiteurs, en tout cas pour de l'approvisionnement à domicile. On est passé de 100 à 0. On va simplement, même si on remonte simplement à l'indice 20 ou 30, il va y avoir un redémarrage soudain de l'activité qui se manifestera tout en restant à des niveaux très effondrés par rapport à ce que l'on connaissait, préalablement. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'avec cette baisse de revenus des indépendants, et ça, c'est une boucle qui vient intégrer la dimension financière, cette baisse des revenus des entreprises, des indépendants, va se traduire à un moment ou à un autre par une dégradation de la situation bilancielle des entreprises et une hausse de la demande de crédit de la part des entreprises pour continuer à exercer leur activité. Et donc, cette dégradation de la situation bilancielle des entreprises va se répercuter au travers d'une augmentation probablement des taux de défaut sur les crédits, dans une dégradation du bilan bancaire et à un moment ou à un autre dans une restriction de la distribution de crédit qui participera à son tour à la baisse de la demande finale qui est en train de s'opérer. Donc, on a des mécanismes récessifs qui sont très immédiats, la baisse des revenus qui se traduit tout de suite de la part des entreprises par des coupes majeures dans les dépenses d'investissement. On a une contraction de la consommation, mais pour des raisons qui tiennent à l'exercice du confinement, qui fait qu'on ne peut pas consommer. Et puis, vous avez à terme un facteur positif qui sera le fait qu'il y aura de la désépargne, la sortie de cette épargne forcée. Cette désépargne va se faire petit à petit et va être réinjectée dans le circuit. Mais dans le même temps, on aura une capacité de prêt des banques qui sera probablement un peu limitée en sortie de confinement parce qu'elles auront elles-mêmes à faire face à une dégradation des bilans. Et puis, il y a aujourd'hui une augmentation majeure du besoin de financement public. Quelle sera la vitesse à laquelle on reviendra en arrière sur cette dépense publique? Ça, c'est un enjeu de moyen terme que l'on peut imaginer. Mais si vous voulez, la macroéconomie du confinement, c'est celle-ci, c'est une contraction drastique, brutale de la demande finale, avec des mécanismes de rebond qui se mettent en place, mais également l'idée qu'il va falloir se faire à l'idée que on a déplacé l'équilibre de l'économie vers le bas et durablement, on va perdre du niveau de PIB et il va falloir retrouver à un moment un mode de fonctionnement équilibré différent de la part de l'économie nationale. D'accord. Juste, si je peux me permettre, une petite remarque sur les dépenses des ménages. Effectivement, il y a peu de dépenses parce qu'il y a le confinement, mais il y a aussi quand même des dépenses aujourd'hui sur le numérique. Et on s'aperçoit qu'il y a notamment les sociétés qui vendent en ligne s'en sortent plutôt bien et développent leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, il y a certaines entreprises qui profitent aussi de la situation pour développer leur activité et leur chiffre d'affaires, celles qui sont
dans la vente à distance. Oui, tout à fait. Là, je suis vraiment dans une lecture qui est de nature macroéconomique. Oui, À partir du moment où on a la production qui se contracte, c'est le revenu qui se contracte. Donc, évidemment, à l'intérieur, on peut avoir des arbitrages qui peuvent s'effectuer pour certains secteurs, enfin, en faveur de certains secteurs, au détriment d'autres. Et effectivement, il y a un repartage qui se fait selon les canaux de distribution qui est probablement assez marqué et qui risque de perdurer. Mais certainement, y aura-t-il des changements de comportement durables. Là, il est encore trop tôt pour pouvoir les apprécier, mais au niveau global, c'est quand même une baisse de revenus. Et donc, c'est un niveau de PIB qui est plus bas. Oui, il y en a qui sont gagnants, mais il y a beaucoup plus de perdants qu'il n'y a de gagnants parce qu'il y a une baisse de revenus. Et donc, c'est cette baisse-là dont il faut apprécier l'ampleur. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il va falloir s'habituer à vivre avec des chiffres totalement ahurissants. Le chiffre le plus ahurissant qui est sorti, mais qu'il faut quand même relativiser beaucoup, c'est celui du nombre d'inscriptions au chômage. Vous voyez, là, je vous ai mis le graphique sur 50 ans. Est-ce que vous voyez la crise de 2008-2009 sur ce graphique? Non, on ne la voit même pas. On a l'impression que c'est un épiphénomène. Tout simplement parce qu'il y a aux États-Unis un choix qui est celui de faire porter l'ajustement du côté des ménages, en tout cas du côté de leurs relations contractuelles avec leur entreprise. Et ensuite, on peut compenser par tout un ensemble de distribution budgétaire. C'est ce qu'ont voté les États-Unis avec un plan de soutien, mais il y a un arbitrage qui est totalement différent, dans le sens où en Europe, il y a à la fois la préservation de la relation contractuelle entre le salarié et l'entreprise au travers du chômage partiel, chaque fois que cela est possible, et maintien ou en tout cas une préservation du revenu. Aux États-Unis, il y a tentative de préservation du revenu, mais avec des chèques fiscaux, mais en ayant perdu temporairement, probablement, parce que ces nouvelles demandes d'inscription au chômage, elles auront pour contrepartie, quand l'activité redémarrera, eh bien, il y aura pour contrepartie une remontée de l'emploi et une baisse très forte de ces inscriptions au chômage. Les 2 tiers de ces inscriptions au chômage viennent de la part de salariés qui étaient dans les secteurs qui souffrent en premier lieu du confinement. Les activités de loisirs, les activités d'hébergement, de restauration, ce sont celles qui s'effondrent. Et les personnes qui s'inscrivent au chômage étaient préalablement des personnes qui intervenaient dans ces secteurs. Or, ces secteurs, quand le confinement sera levé, elles redémarreront, même lentement, mais elles redémarreront, et donc on aura une très forte baisse, très rapide baisse de ces inscriptions au chômage, une baisse qui n'aura rien à voir avec ce que l'on avait connu en 2008-2009, où il avait fallu du temps pour digérer la montée du chômage. Ça avait mis à peu près 8 ans pour retrouver le niveau initial de taux de chômage. Autre élément qui est quand même tout à fait spécifique, qu'il faut garder présent à l'esprit pour cette récession, c'est qu'il y a une baisse très forte du climat des affaires, par exemple dans l'industrie, mais ça n'a rien à voir avec l'ampleur que l'on a dans les services. Vous voyez que dans le cas de l'industrie, on est à peu près sur les mêmes niveaux, enfin on n'est pas encore au niveau que l'on avait en 2008-2009. En revanche, dans les activités de services en général, on est beaucoup plus effondré qu'en 2008-2009. Et ça, c'est une caractéristique qui interroge aussi sur la capacité du tissu productif à ne pas se déliter pendant cette phase de crise. Parce qu'en gros, les secteurs industriels, ce sont des secteurs qui sont habitués à vivre les récessions. Ce sont des secteurs qui ont toujours connu des mouvements cycliques extrêmement marqués. À l'inverse, ces activités de services sont plutôt des activités de nature plus linéaire, où l'activité est beaucoup plus lissée. Or, le confinement vient impacter en premier lieu ces activités de services et qui n'ont pas forcément le matelas constitué pour pouvoir faire face à ce choc extrêmement soudain de chiffre d'affaires que ces activités ont à subir. Et ça, c'est une interrogation assez importante quant à l'empreinte durable qu'aura cette crise sur un certain nombre d'activités, notamment les activités commerciales où le matelas de trésorerie est beaucoup plus faible. Et donc, le risque de voir partir à la casse un certain nombre d'entreprises est extrêmement élevé. Et c'est la grosse interrogation que l'on doit avoir sur la sortie. C'est en gros, je l'ai mis plus tard. Dommage, j'ai raté mon effet de manche, je suis désolé. J'ai une question, Denis, sur les services. Là, cette chute, est-ce qu'il y a des précédents dans l'histoire si on remontait l'échelle du temps aussi brutale et aussi importante? Non, pas dans les services. Les services, ce sont des secteurs qui connaissent rarement de la forte contraction d'activité. En 2008-2009, enfin pour donner par exemple un ordre de grandeur, 2008-2009, le PIB en France, c'est moins 2,8%. La valeur ajoutée de l'industrie, c'est moins 12% à peu près. La valeur ajoutée dans les services, c'est moins 1%.
Donc, on est sur un secteur qui, même dans les phases les plus aiguës de l'histoire économique, dans les phases de crise les plus marquées, on est sur des secteurs qui sont assez inertes, si tu veux. Ils baissent peu, mais ils montent moins également. Hein. C'est pas, l'inertie, ça vaut dans les deux sens. Là, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Et donc, quand on touche un secteur qui n'est pas habitué à vivre une telle amplitude de l'activité, on peut se dire que ce secteur-là n'est pas préparé à un tel choc. Alors que dans l'industrie, on sait piloter le fait que l'activité puisse passer de plus 20 à moins 20. On sait l'anticiper. En tout cas, on a déjà vécu ça. Et on sait mettre en place ces coupes-circuits. C'est peut-être moins vrai pour les services, mais là, on est sur une expérience en temps réel sur laquelle on ne sait pas forcément d'ores et déjà dire quelles en seront les conséquences. En tout cas, ce que l'on voit aussi de manière assez marquée, et qui interroge sur ce que sera l'après, notamment sur l'évolution des taux d'intérêt, c'est que cette période est d'ores et déjà un moment, du point de vue financier, un moment du retour de la prime de risque. Les primes de risque étaient extrêmement écrasées. On le voit ici, par exemple, sur le taux des obligations d'entreprise émises aux États-Unis. Donc, on distingue les émissions, les obligations d'entreprise selon le niveau de signature. AAA, les meilleures signatures, high yield, des signatures beaucoup plus risquées. Ce que l'on avait de manière tendancielle avec les taux extrêmement bas que l'on avait dans l'économie mondiale, c'était un écrasement majeur de ces primes de risque. Et avec le choc assez soudain, ces primes sont fortement remontées parce que la question qui est en train de se poser, c'est est-ce que l'on va profiter, entre guillemets, de cette crise pour bazarder, en gros, toutes les entreprises les plus fragiles, en gros, les entreprises zombies, dont on sait que c'est une question qui est extrêmement importante dans l'économie. Les entreprises zombies, ce sont des entreprises dont les frais financiers sont supérieurs à leurs résultats d'exploitation pendant 3 ans consécutivement. Ça représente environ 5% des entreprises en France, à peu près 7-8% aux États-Unis. Et donc, la question que l'on est en train de se poser, c'est est-ce qu'on va avoir un moment de casse dans l'offre au travers de disparitions d'entreprises qui vont s'accélérer. Et c'est ça qui va poser la question de la capacité de rebondir derrière cette récession, qui est une récession presque administrée que l'on s'inflige à nous-mêmes. Et toute la question que l'on a dans cette récession, c'est de savoir comment est-ce que l'on préserve l'offre, comment est-ce que l'on préserve la capacité à rebondir. Alors pour cela, il y a sur les primes de risque, excusez-moi, Denis, sur les primes de risque, là, on voit la courbe, c'est janvier. Est-ce que depuis, ça se poursuit? Est-ce que vous avez des statistiques plus récentes? Ça s'est stabilisé. Alors, non, là, le choc, le dernier point qui est ici, c'est le point qui s'applique à la fin du mois de mars. Fin de mars, d'accord. Oui, 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 tout à fait. Sur l'échelle de temps, on voulait justement représenter le comportement pendant 2008-2009. On voit qu'on n'est pas monté au niveau de 2008-2009 hein, Oui. sur le spread, enfin sur le niveau du taux des obligations de faible qualité de signature. On n'est pas monté aussi haut, mais parce qu'il y a aussi des interventions des banques centrales qui viennent d'une certaine manière remettre un peu de couvercle sur les tensions qui étaient en train de s'exercer. Et on Donc dit là, aussi que le système bancaire aujourd'hui est plus solide qu'à l'époque. oui. Alors, il y a deux choses. Il y a le système bancaire qui est plus solide, d'une manière générale, mais parce qu'on lui a demandé de constituer des coussins de capital beaucoup plus importants que ce qu'il pouvait y avoir précédemment. Deux, la crise, ce n'est pas une crise qui est logée dans les entreprises. C'est une crise, c'est une récession qui est administrée. Donc, ce n'est pas un mécanisme économique qui est préalable à l'entrée en cette crise. Et trois, les entreprises, au niveau macro, ont appris de la précédente récession. Un indicateur que je trouve tout à fait parlant, dans le cas de la France, quand vous regardez le montant de cash que détiennent les entreprises au global, hein, je n'ai pas de distinguo sectoriel, mais quand vous regardez le montant de cash qu'elles détiennent, cela représente désormais 50% de la valeur ajoutée qu'effectuent les entreprises non financières en France chaque année. Avant la crise de 2008-2009, on était à 25%. En fait, les entreprises, elles ont appris de la récession de 2008-2009 que le sol pouvait se dérober sous leurs pas et que le banquier n'était pas forcément là au moment où le sol se dérobait. Et donc, elles avaient besoin de chercher par elles-mêmes des ressources et de se constituer leur propre coussin amortisseur dans des périodes de récession. Et c'est ça l'illustration, si vous voulez, de cette augmentation de la trésorerie extrêmement importante qui s'est faite pendant les 10 dernières années et qui permettent précisément aux entreprises de se présenter dans une situation bien plus solide que cela ne pouvait être le cas précédemment. Et puis, donc, ajoutons à cela la réactivité des autorités monétaires
qui, certes, achètent des titres publics, mais qui également, la BCE va lancer des opérations que l'on appelle de LTRO, des opérations où elles vont attribuer des liquidités aux banques en contrepartie de prêts qui seraient effectués auprès des PME. Donc, ce que l'on voit, c'est déjà une accélération très soudaine de la taille du bilan de la Banque centrale européenne. La taille du bilan, donc, c'est l'ampleur de l'intervention de la Banque centrale dans le tissu économique. Et pour donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, pendant la crise de 2008-2009, ce qui se passait, c'était que la Fed, elle injectait chaque mois 120 milliards de dollars. Et bien là, les 120 milliards de dollars, c'est en 2 jours qu'elle les injecte dans la période actuelle. Donc, il y a une détermination des banques centrales à éviter la casse économique qui viendrait se surajouter à la crise sanitaire qui s'opère et à la crise économique qui est aujourd'hui une crise d'offres. C'est d'éviter que cette crise d'offres, qui est une crise de contraction de la quantité de travail, ne se traduise in fine par une crise de l'offre mais démultipliée qui viendrait de la casse des entreprises. Donc, on fait tout pour essayer de mettre sous cloche le tissu productif pour qu'il soit toujours présent au moment où il faudra redémarrer. Et donc, ça passe par les interventions de la BCE, par les interventions de la Fed, ça passe en France par le chômage partiel, mais également par tout un ensemble de plans de sauvegarde qui sont activés, ou de fonds de soutien aux entreprises, dont on n'est pas certain qu'ils seront forcément toujours à la taille des enjeux, et surtout que plus le confinement se prolongera, plus la fragilité des entreprises sera importante. Alors, comment est-ce qu'on essaye de mesurer l'ampleur du choc? Bon, je passe sur les détails, mais en gros, la Banque de France a annoncé moins 6% de PIB. Ils ont poussé le bouchon un peu loin, ils ont fait surtout de la communication parce qu'ils étaient en retard sur les évaluations que tout le monde fait. Mais en gros, moins 6% de PIB, c'est ce qui… Si on a 2 mois de confinement, c'est à peu près ce que l'on risque de perdre de manière permanente. Ce que l'INSEE disait, c'est que chaque mois, on perd 3 points de PIB pendant chaque mois de confinement en équivalent annuel, c'est-à-dire que l'activité se contracte de 35%, mais un mois, ça n'est jamais qu'un douzième d'une année, donc 35%, quand vous le rapportez à l'année, vous perdez 3 points de PIB pendant chaque mois de confinement. Donc, ça vous fait 6 points de PIB si vous avez 2 mois de confinement. On se méfie un peu sur cette linéarité, puisque de notre point de vue, plus le confinement s'allonge, plus la capacité de l'offre à pouvoir rebondir sera faible. Et donc, nous, on a fait deux démarches. On a essayé d'estimer comment chaque poste de la demande finale, parce que la demande finale dans une économie, c'est les exportations, plus la consommation, plus l'investissement, moins les importations. C'est ça les principaux postes de la demande finale. Donc, on a regardé sur chaque poste de la demande finale comment ceci allait se comporter pendant la phase de confinement et qu'est-ce que, in fine, cela donne en termes de contraction d'activité. Si on a 2 mois de confinement, ce qui semble être une hypothèse assez raisonnable désormais, c'est 6,3 points de demande finale que l'on perd dans l'ensemble de l'économie. Mais attention, une partie sera récupérée, parce qu'une partie de la dépense qui ne se fait pas aujourd'hui est simplement décalée dans le temps et reportée et non annulée. Alors évidemment, on ne va pas aller 3 fois dans un restaurant parce qu'on n'y est pas allé 3 fois pendant la période de confinement. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais il n'empêche qu'il va y avoir une récupération. Il faut bien prendre la demande nette des récupérations et à la fin, on apprécie la demande perdue qui est un peu l'illustration de ce qu'on a baissé le niveau de PIB. Et donc, on a baissé le niveau de revenus et une partie de cette baisse de revenus est permanente. Et on estime que cette baisse de revenus permanente, c'est 4,4 points de PIB. C'est ça qui est important à garder présent à l'esprit pour imaginer la façon dont on sortira, enfin la vitesse à laquelle on sortira du confinement. Autre manière d'approcher ce qui se passe dans l'économie, c'est de regarder… Ça veut dire que votre estimation de prévision de fin d'année, c'est moins 4,4, c'est ça? Alors, moins 4,4, c'est… le moins 4,4, il doit se lire dans le cumul de ce que l'on a perdu en 2020 et de ce que l'on récupère en 2021. Puisqu'il y aura une partie… 2021 sera une année d'activité qui va rebondir un peu plus que ce que l'on aurait eu spontanément. Et le 4,4, ça s'appréhende, c'est le niveau de PIB que l'on a en moins par rapport au niveau de PIB que l'on aurait obtenu si on avait été en business as usual.
C'est-à-dire que chaque année, le PIB en France est 1,2%, c'est ça notre potentiel de croissance. En fait, on ne va pas atteindre le potentiel, on va être plus bas que ce potentiel, on va s'effondrer par rapport à celui-ci, et la perte, on va dire, permanente que l'on aurait, le fait qu'on s'est décalé vers le bas, et même si on rebondit, on ne retrouvera pas le niveau initial, cette perte permanente, on l'estime à 4,4 points de PIB. 4,4 points, c'est pas loin de 100 milliards d'euros. Donc, on est sur des ordres de grandeur qui sont extrêmement massifs Mhm. pour l'ensemble de l'économie. Et donc, vous ne faites pas de prévision à fin d'année à ce stade, c'est trop hypothétique. Si on en fait, pour nous, 2 mois de confinement, on ferait moins 4,9% de PIB sur l'année 2020 et on fait 2,2 sur l'année 2021 parce que le redémarrage va prendre du temps. Et en gros, voilà, ça fait ça en termes de D'accord, profil. ouais, je vous ai précédé. En termes de profil, donc vous avez la courbe en tiret rouge, c'est la façon dont se comporterait le PIB pendant la phase de récession. Donc on a mis en base 100 le niveau du PIB au quatrième trimestre 2019. Et ensuite, vous avez la baisse d'activité forte qui intervient pendant le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2020. Un rebond, parce que c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait de passer de 100 à 0, puis de remonter à 20 ou 30, ça vous fait un rebond qui est extrêmement soudain. Mais l'argent qui a été épargné sous forme d'épargne forcée ne va se réinjecter que de manière très graduelle dans l'ensemble de l'économie. Et donc, on va avoir une remontée qui sera probablement assez lente. Et si on avait eu un mois de confinement, on estimait que fin 2021, on retrouvait le niveau d'activité initial, mais ce qui veut dire qu'on a perdu tout le niveau de PIB que l'on aurait eu si on avait eu la croissance normale, entre guillemets, que l'on pouvait attendre. Donc, on a une perte permanente et on serait plutôt en 2023 pour retrouver le niveau initial d'activité si on a 2 mois de confinement. C'est plutôt dans ces ordres de grandeur. Et vous avez en orange, c'est le comportement du PIB pendant la phase de récession de 2008-2009. Donc, on regarde le niveau du PIB trimestre après trimestre et en bleu, c'était le comportement du PIB pendant la récession antérieure qui était intervenue en 1992-93. Donc, on voit qu'on est sur un exercice qui est beaucoup, beaucoup plus soudain que ce que l'on a connu en 2008-2009 en termes de contraction de PIB et une récupération qui sera extrêmement lente. Et cette récupération, elle sera d'autant plus lente qu'on aura eu une casse économique importante. La question principale qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer du côté des entreprises? À quelle vitesse les défaillances d'entreprises vont-elles se propager? Un élément qui est toujours très important à se rappeler, c'est que les défaillances, elles n'augmentent pas, enfin, elles augmentent au cœur de la crise, pendant la phase de récession, mais elles culminent, c'est un indicateur retardé, elles culminent après que l'on soit sorti des récessions. Pour une raison très simple, c'est que, et ce sera encore plus marqué dans la phase actuelle, c'est que vous contractez votre production, donc vous contractez votre BFR, vous n'avez plus besoin de produire dans certaines activités. Or, quand on va redémarrer, d'un seul coup, il va falloir, pour un restaurateur, il va falloir refaire des approvisionnements, il va falloir aussi recommencer à payer quelques salariés sans que j'ai forcément d'ores et déjà eu du chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, je vais avoir une explosion de mon besoin de fonds de roulement. Est-ce que les banques seront toujours au rendez-vous alors même qu'elles commenceront à sentir la dégradation des bilans? Il y a tout un ensemble de questions qui va se poser et qui fait que la sinistralité des entreprises est toujours retardée par rapport aux phases de récession. Et surtout, on s'installe après des sorties de récession sur des plateaux relativement élevés. En gros, c'est l'image, c'est l'analogie du sprinter. C'est que quand on va sortir de récession, on va demander à un sprinter, mais que l'on a privé de carburant, de se mettre à faire un sprint extrêmement soudain. Et puis après, on va lui demander de se transformer en marathonien. Il y en a qui vont tomber tout de suite à la sortie de la récession. Il y en a qui vont sortir tout simplement par anémie et qui n'auront pas été capables de soutenir le marathon que l'on demande de faire par la suite. Donc, le problème sur l'offre, c'est un problème aujourd'hui de rationnement de la quantité de travail qui fait que l'on ne produit pas. Mais à la sortie de la récession, ce sera un problème de défaillance d'entreprise qui risque de monter extrêmement important. Donc, c'est bien important de distinguer ces deux séquences de choc économique que l'on est en train de s'administrer. Très bien. Et puis, peut-être pour ouvrir sur des questions, parce que je suis évidemment, comme toujours, beaucoup trop long, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais pour ouvrir sur des questionnements que l'on doit avoir sur la sortie, c'est ce que j'évoquais, c'est qu'en fait, on déplace l'économie vers le bas. Et donc, elle va devoir trouver un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre, eh bien, ça va passer par les paramètres nominaux.
Les paramètres nominaux, ce sont les taux d'intérêt, ce sont les prix, c'est aussi l'évolution de la fiscalité. Alors, tout d'abord, retenons quand même qu'il y a une boucle positive dans la macroéconomie, c'est qu'avec l'effondrement de la demande mondiale et également avec le fait qu'il y ait eu, en tout cas jusqu'à hier, une guerre russo-saoudienne qui a été lancée contre les pétroliers américains, contre les producteurs de pétrole de schiste américains, on a eu un effondrement du prix du pétrole et ça vous restitue du pouvoir d'achat. Même si bon, on ne peut pas circuler, même si on ne peut pas faire le plein de son véhicule, ça, vous avez quand même une restitution de pouvoir d'achat avec la baisse du prix du pétrole et c'est un élément de stimulation. Deuxième élément, en tout cas de manière plus générale, et là ça ouvre beaucoup plus c'est beaucoup plus des incertitudes de la bouteille à encre, me semble-t-il. Qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt? Parce qu'on a des bilans bancaires qui sont dégradés et il y aura une remontée des marges d'intérêt. On la voit d'ores et déjà, on fait une enquête avec l'Association française des trésoriers d'entreprise auprès des financiers d'entreprise. Ils nous disent ils voient d'ores et déjà une remontée des marges d'intérêt pratiquées par les établissements de crédit. Et cette hausse des taux d'intérêt, cette hausse des marges de crédit, on va la connaître pendant quelques temps parce qu'il y aura un besoin de retour à l'équilibre des bilans bancaires, malgré tous les assauts de sincérité que peut faire Christine Lagarde pour maîtriser ce choc-là. Mais il y aura une remontée des taux d'intérêt, pas forcément sur les États, mais on aura surtout, en tout cas pas sur les États en général, on va surtout avoir une remontée de la discrimination, une remontée de la sélectivité dans les taux d'intérêt, bien plus qu'une hausse des taux d'intérêt de manière générale. À mon avis, les taux allemands, ils vont rester extrêmement bas, ne serait-ce que parce que la BCE est là, les banques centrales sont là, et elles vont garder sous cloche les finances publiques pendant un moment. Elles vont tout faire pour limiter cette pression à la hausse. Mais en revanche, il y aura de la discrimination accrue, et ça va poser inévitablement la question de la stabilité de la zone euro. On peut faire des actes de solidarité, mais le choc sanitaire que l'on connaît, c'est un choc qui est de nature quasiment symétrique. Tout le monde est contaminé en même temps à l'Europe, mais c'est un choc qui est de nature asymétrique au regard des conséquences qu'il va avoir sur les finances publiques. Les finances publiques vont beaucoup plus se dégrader dans les pays du sud de l'Europe et assez rapidement, on va voir revenir les tensions qui se manifesteront au regard de la divergence accrue des situations financières des différents pays et au regard de leur capacité à capter le rebond économique. Inévitablement, à un moment ou à un autre, il y aura une hausse de la fiscalité, une baisse de la dépense publique qui se manifestera. Comment est-ce qu'on pilote ce retour à l'équilibre, ou plutôt ce retour tendanciel vers l'équilibre, puisqu'en France, ça fait jamais que 45 ans qu'on n'a pas de compte équilibré. En tout cas, ça va prendre du temps, mais on va avoir pas loin de 8 points de PIB de déficit public si on a 2 mois de confinement, peut-être même plus. Donc, on ne va pas rester dans cette situation. Il y a un moment où on va se reposer la question de la hausse de la fiscalité. De quelle fiscalité parlerons-nous? Quels sont les paramètres qu'il faudra prendre en compte pour avoir un équilibre intelligent? Et puis, il me semble qu'il y a aussi une question qui est importante à poser, ce sera celle de la hausse des prix. Et toutes les interrogations de nature productive que l'on a actuellement, qui est notamment toutes les interrogations sur le coût de la non-souveraineté économique. Le fait qu'on soit pieds et poings liés vis-à-vis de fournisseurs chinois pour des masques, pour tout un ensemble de produits, fait ressurgir la question de la capacité à produire sur un territoire. Et on voit bien qu'il y a un coût social, politique, à ne pas être souverain économiquement. Donc, ce coût, il est là. Mais est-ce qu'on est vraiment conscient du prix qui est impliqué par la souveraineté économique? Moi, je n'ai rien contre l'idée qu'on puisse reproduire en France. Mais n'oublions pas que si on ne produit plus en France, ou en tout cas bien moins, c'est aussi parce qu'il y avait des coûts spécifiques à la France. Donc, est-ce que l'on est prêt à payer le prix de la souveraineté économique pour s'éviter le coût de la non-souveraineté sanitaire, économique, politique? Et ça, c'est une question qui est importante. Et si on tranche sur un peu plus de souveraineté économique, il y aura un facteur de hausse des prix qui se manifestera. Si en plus, il y a une casse de l'offre extrêmement importante avec spontanément une demande qui va revenir, on aura aussi une mécanique inflationniste qui pourra se remettre en branle. Et là, on change un peu d'horizon, notamment sur les taux d'intérêt. Ce que je disais sur le taux d'intérêt qui vont rester durablement bas, en tout cas pour les taux des gouvernements les plus solides, eh bien, cette question-là sera peut-être à revisiter s'il y a véritablement une boucle inflationniste qui se remet en place.
Merci beaucoup, Denis. Un joli tour d'horizon. Je crois qu'on a soulevé toutes les questions qu'on se pose et c'est passionnant en tous les cas de vous entendre parler de ces scénarios qui sont encore aujourd'hui un peu illisibles, mais on sent que l'économie, en tous les cas la macroéconomie et les économistes ont de beaux jours devant eux pour décrypter ce qui va se passer. On reviendra peut-être aux questions après sur la conjoncture par rapport à votre exposé. Je voulais vraiment qu'on donne la parole maintenant à Pierre Joubert qui va apporter un éclairage plus régional. C'est important, là on était sur la macro ici au niveau national, international. Là, avec Pierre Joubert, l'idée c'est de faire un petit tour d'horizon de l'impact de la crise aujourd'hui sur les entreprises régionales et aussi d'évoquer peut-être un peu quelle est la stratégie du fonds Sud Région Investissement. Est-ce que par rapport à cette crise, par rapport au changement qu'on a abordé là, tout ce qui se dessine, est-ce que la stratégie du fonds va changer ou est-ce on reste avec une stratégie d'investissement très déterminée pour soutenir les entreprises et pour ne pas abandonner le tissu économique régional? À vous, Pierre Joubert, de Eh nous bien, exposer. merci, c'était passionnant. Moi, j'ai une vision beaucoup plus microéconomique, effectivement, beaucoup plus de terrain, puisque on aide à peu près 340 entreprises sur le territoire. On a deux types de produits et deux réponses à la crise qui sont assez différentes. On a d'abord des TPE, PME plutôt traditionnelles ou qui ont déjà une certaine activité, puis des sociétés pour lesquelles on fait des quasi-fonds propres, des prêts participatifs la plupart du temps, et puis qui représentent à peu près 2 tiers globalement de l'activité. Et un tiers représente des sociétés dans lesquelles on investit en capital. Et la gestion de la crise est complètement différente pour ces entreprises. Celles dans lesquelles on investit en capital ont l'habitude effectivement de faire des prévisionnels ou une gestion de la trésorerie qui est un peu plus classique, donc une vision déjà beaucoup plus certaine, avec une visibilité différente. Il y a déjà eu beaucoup de pédagogie à ce niveau-là. On a, pour ces sociétés-là, effectivement dégradé les prévisionnels par rapport à ce qui a été dit précédemment, dégradé les prévisionnels très rapidement. On a mis les chiffres d'affaires à zéro au moins jusqu'au mois de septembre. Et puis après septembre, on a décidé effectivement de partir sur un chiffre d'affaires réduit de 50%. Donc c'est la vision qu'on a à l'heure actuelle. Il n'empêche que ces sociétés qui ne faisaient pas forcément toutes du chiffre d'affaires parce qu'on a beaucoup de startups ont quand même une vision très différente en 3 semaines. Au départ, on a eu des sociétés qui avaient encore pas mal de trésors, qui n'étaient pas très inquiètes. Une première vague de sociétés qui n'étaient pas très inquiètes dans un premier temps. Et puis aujourd'hui, avec le confinement qui dure, effectivement, une vision d'inquiétude beaucoup plus importante sur la trésorerie. Et donc, une volonté aujourd'hui de pouvoir accéder assez rapidement à tous les outils de soutien, etc. Une vision qui est différente, du moyen terme. En ce qui concerne les sociétés qu'on aide sous forme de prêts, on a beaucoup de TPE. Et là, pour le coup, la réaction a été quasiment immédiate sur la crise. On a dit tout ce qu'on avait, tous les problèmes qu'on a évoqués jusqu'à présent étaient des problèmes qui ont été effectivement perçus, c'est-à-dire la fermeture des points de vente, les défauts de paiement des clients, l'annulation de commandes, plus d'action commerciale, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes aussi de fermeture des frontières. On a eu des difficultés avec le travail à distance. C'est un côté très pragmatique, ça paraît rien, mais beaucoup de sociétés effectivement ont des difficultés avec des équipes pas toujours opérationnelles, les problèmes de garde d'enfants, etc. et tout, ont effectivement engendré des difficultés nouvelles et des réactions qui ont été relativement rapides. On a fait une enquête, on a à peu près 70% de nos portefeuilles qu'on demandé un accès, qu'on fait une demande de chômage partiel et 81% qui ont demandé à reporter tout ce qui est fiscalité, etc. Donc il y a eu des réactions relativement rapides par rapport au plan de l'État. Il n'empêche quand même qu'aujourd'hui, ces sociétés-là, les sociétés qui étaient en difficulté déjà en fin d'année dernière, se retrouvent effectivement dans des grosses difficultés, même malgré la demande. Certaines peut-être vont pouvoir se sauver au moins provisoirement.
Si effectivement c'était des difficultés structurelles, elles ne se solveront pas complètement. Il faut faire une différence entre les difficultés structurelles et conjoncturelles. Mais très clairement, on va avoir de la casse. Effectivement, on s'attend à avoir de la casse à la sortie de toutes les aides dont on a parlé, dont on a parlé tout à l'heure. On a un effet décalage, effectivement. Et la crise est très, très différente de celle de 2008. Moi, j'étais dans la banque à l'époque, puisque j'étais directeur régional adjoint d'Oseo, devenu BPI France à l'époque. Et c'est vrai que les réponses étaient différentes. On avait des problèmes de liquidité qui étaient très clairs. Là, on a vraiment des problèmes très opérationnels. Alors, on a quelques activités qui s'en sortent bien, heureusement, hein. Toutes les sociétés qui étaient au stade de la preuve de concept, qui avaient du mal effectivement à convaincre des clients sur tout ce qui est logistique, numérisation, digitalisation, aujourd'hui sont des sociétés qui vont beaucoup plus vite parce que globalement, on teste leurs produits et ces sociétés-là, à l'inverse, pour le coup, elles ne demandent rien, hein. Pour le coup, elles sont vraiment plutôt des chiffres d'affaires qui augmentent ou des carnets de commandes qui se remplissent. Donc, elles sont même assez dépassées. Elles recrutent d'ailleurs, hein, certaines recrutent. Donc, mais bon, c'est quand même pas la majorité des sociétés qu'on a à l'heure actuelle. Vous continuez vos comités d'investissement aujourd'hui? Voilà, on continue nos comités d'investissement comme si de rien n'était. On a toujours autant de dossiers pour l'instant. Il y a des problèmes de trésor, donc nous, comme on fait beaucoup de trésor, ça permet effectivement d'avoir des comités relativement remplis. Donc on continue, on a décalé, on a eu des réactions relativement rapides, un peu comme tout le monde, de décalage d'échéance, hein, de remboursement en capital, en intérêt de toutes les sociétés qu'on avait. Donc on a essayé de soulager très rapidement la trésorerie. Et, en termes de trésor, c'est les premiers effets qu'on a eus. On a des décalages aujourd'hui. On est en train de réfléchir à de nouveaux produits parce qu'on a des problèmes aujourd'hui sur les sociétés qui devaient lever des fonds. Les acteurs du privé à l'heure actuelle, nous on intervient toujours en co-investissement, et j'ai oublié de le préciser. Donc on a une part publique par rapport à un co-investisseur privé. Généralement, on était là pour censé remplir les trous dans la raquette, sauf que là, les trous sont béants et qu'il y a beaucoup d'investisseurs privés aujourd'hui qui ont décliné ou qui ont reporté leur intervention. Donc on essaye effectivement de compenser ça, soit en jouant sur les taux, donc en augmentant nos taux d'intervention dans certains cas de figure, et donc en ayant une plus grosse partie publique par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent, soit un Aller nouveau jusqu'à sujet. combien? Pardon? On peut aller pour des sociétés innovantes, les startups innovantes qu'on a dans une grosse partie de notre portefeuille, hein, à peu près 80%, on va monter jusqu'à 60-70%, enfin 70, même 75% assez facilement, quoi. D'accord. Jusqu'à présent, on pouvait le faire, mais on ne le faisait pas. On essayait effectivement d'avoir un effet de levier sur le privé. Notre objectif est toujours de remplir les trous dans la raquette et d'aller là où il y a du risque. Maintenant, on est obligé effectivement de compenser un peu ce risque jusqu'à ce tant qu'on peut le faire, on essaie de compenser au maximum le risque pour inciter quand même ceux qui ont décidé d'investir. On a quand même eu beaucoup de sociétés qui avaient des gros fonds de trésorerie, qui étaient prêtes à investir au mois de février et qui aujourd'hui ont reporté effectivement leur investissement parce qu'elles veulent utiliser leur trésorerie pour leurs propres besoins, ce qui est tout à fait normal et tout à fait bien. Mais en l'occurrence, on a des décalages assez importants, aussi bien sur les bridges, c'est-à-dire entre deux opérations financières, que sur des premières levées. D'accord. Vous imaginez d'autres choses pour le futur? On imagine en fait mettre en place on est en train d'y réfléchir très sérieusement. BPI en a parlé hier, puisque vous savez qu'on organise des sessions quasiment journalières de questions-réponses avec des industriels, en général 10-15 industriels qui s'inscrivent sur des thématiques bien précises. Donc on l'a fait sur la fiscalité, on l'a fait sur le chômage partiel, on l'a fait sur les aides BPI, enfin les aides d'État, et on l'a fait avec les aides de la région. Donc c'est un retour d'expérience relativement riche. Et hier, BPI a annoncé effectivement faire un fonds qu'ils appellent French Tech Bridge, où ils vont faire effectivement sous forme d'obligation
des sortes de bridge en obligation qui permettront entre deux levées de permettre à l'entreprise de soutenir sa trésorerie. On est en train de réfléchir à la même chose au niveau de la région. On va mettre ça relativement rapidement en place, c'est-à-dire que toutes les sociétés globalement qui devaient lever des fonds assez rapidement et qui ont besoin de trésorerie, on va essayer de les soutenir à ce niveau-là et de faire ce bridge en trésor qui permettra effectivement d'arriver jusqu'à la levée. Voilà. Donc les taux, l'évolution des taux, le bridge, c'est un peu le type d'apport à l'heure actuelle qu'on a prévu de faire, quoi. C'est vraiment au niveau du court terme. Vraiment au niveau du court terme. On a fait une étude, une petite enquête au niveau de nos industriels. On avait, il y a 3 semaines, à peu près 32% de chefs d'entreprise qui restaient quand même relativement optimistes et 28% qui jugeaient la situation relativement compliquée. Et leur vision à moyen terme était beaucoup plus dégradée. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la dégradation du BP. Il n'y en avait plus que 18% de chefs d'entreprise optimistes. Donc, le carnet de commandes, effectivement, reste flat complètement. Et aujourd'hui, on a une vision qui commence à être sur le tirage sur la trésor, qui est complètement différente de celle qu'on avait il y a 3 semaines en arrière. Oui. Et puis, avant de passer la parole un peu à la salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser d'abord par écrit. Après, si vous voulez intervenir, je vous ouvre les micros et la vidéo. Dernière question peut-être sur le fond. Est-ce que sur la stratégie d'investissement, vous pensez que vous allez évoluer sur des secteurs? On parle beaucoup du numérique aujourd'hui, par exemple. Est-ce que sur le fond des investissements, sur la stratégie, il peut y avoir des changements de votre côté? Alors, on s'interroge beaucoup. Jusqu'à présent, la stratégie était d'investir sur les filières d'excellence de la région, Oui, ce qu'on appelait les OIR, opérations d'intérêt régional. Donc, oui, c'était véritablement là où il y avait un écosystème et où on pensait qu'effectivement, il fallait concentrer les moyens. La région, qui est notre actionnaire unique à l'heure actuelle, avait décidé globalement d'avoir une cote d'avance par rapport aux accords de Paris. Et donc, on s'interroge aujourd'hui de savoir si on ne va pas, dans ces OIR, effectivement, avoir des secteurs d'activité sur lesquels on va concentrer davantage de moyens. C'est en pleine réflexion à l'heure actuelle, hein, il n'y a absolument rien d'arrêté, mais on s'interroge sur la partie énergie-environnement, sur tout ce qui est digitalisation, etc. Et tout. Peut-être qu'on concentrera un petit peu les moyens. Il ne faut pas oublier que derrière le financement de la région, il y a les financements FEDER. Et le FEDER, par définition, il n'aime pas financer 2 fois la même chose. Donc, on essaye effectivement d'être relativement original dans le futur, mais c'est un peu tôt pour le dire, au niveau secteur du moins. d'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Je vois une question là qui revient sur la macro. Vous n'évoquez pas la situation de la demande. Au sortir du confinement, les ménages auront envie de faire la fête, de flamber, ou auront-ils un réflexe de prudence en renforçant l'épargne de ce qui, voilà. Quel peut être le comportement des consommateurs? Ça, c'est plutôt une question pour Denis. Comme je le disais, c'est une expérience totalement inédite. Donc, Je sais pas. mais Ouais, on vous entend mal là. pardon. La grésille. Est-ce que c'est mieux? Pas vraiment, non. Ah, Peut-être couper et le réactiver. voilà. Est-ce que c'est bon? Non, pas terrible, pas terrible. Bon, on écoute. Allez-y. Ouais, j'essaye. Donc, aïe, c'est pas terrible. Pas extra. Alors, en plus, mon casque ne fonctionne pas, donc je n'avais pas anticipé. Ouais. Dans la tonalité, l'épargne, elle va exploser pendant la phase de confinement. Et donc, elle va baisser derrière. Même si. Ouais, on vous entend vraiment pas bien. J'arrive pas à ça. Il faut peut-être se déconnecter et revenir peut-être, Denis, Ok. si ça ne vous dérange pas. Une question de Richard Michel en attendant. Pour Pierre Joubert, pouvez-vous nous donner des exemples précis des entreprises qui profitent de la situation que vous évoquiez? Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Oui.
Oui, oui, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de sociétés qui… Alors, on est sur les sociétés de services, toutes les sociétés autour de la logistique, tout ce qui est société autour du travail dans les hôpitaux, dans les secteurs de la santé, etc. On a vu les problèmes de logistique et on ne les connaît pas tous. Quand on a effectivement un petit retour d'expérience, ça met en exergue globalement les problèmes de coordination avec les différents corps de métier du monde médical. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui proposaient jusqu'à présent de faciliter globalement, le rapport entre les différents métiers. Jusqu'à présent, il n'avait pas beaucoup de retours. Globalement, chacun pensait que le modèle était parfait. Alors là, dans une situation de crise avec une masse qui s'est nettement accélérée, on se rend compte effectivement que les modèles ne sont pas parfaits. Donc, parmi les exemples que j'ai beaucoup de sociétés qui travaillent en fait sur l'organisation globalement des soins de santé, tout ce qui est aussi travail sur la silver economy, sur les EHPAD, etc., tout ce qui est communication. Donc, tout ça sont des sujets aujourd'hui qui sont vraiment d'actualité, sur lesquels les sociétés commencent à passer des contrats, quoi. Voilà. D'accord. Denis, on vous a retrouvé. Est-ce que vous pouvez tester le micro? Oui. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est mieux là. Très bien. Ok, Parfait. désolé. C'est ma question sur les consommateurs, les ménages. Il y a deux évolutions qui me semblent assez incontournables que l'on voit. C'est qu'il y a un changement d'optique des consommateurs aujourd'hui, parce que le confinement fait qu'il y a des changements d'échelle de valeur dans les dépenses que font les ménages et qui vont perdurer après. On ne sait pas comment, mais qui vont perdurer. On est en train de vivre un choc de digitalisation sur l'enseignement, la médecine. Ça doit impacter d'autres secteurs. Et puis, globalement, c'est ce que vous évoquiez, mais qu'on n'a pas perçu, et qui influe sur le PIB. Est-ce que les ménages auront envie de beaucoup consommer ou est-ce qu'ils vont épargner parce qu'ils se seront dit on a eu peur, on a traversé une situation difficile, ça aurait été mieux si on avait un peu plus d'épargne, donc il vaut mieux qu'on continue à épargner plutôt que de dépenser. Donc, c'est quand même des interrogations qui sont fortes sur la demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux choses qui vont jouer. Alors, je ne suis pas qualifié pour dire comment va se déplacer la consommation entre ces différents postes. Clairement, il va y avoir des changements de comportement vers plus de digitalisation, comme vous l'évoquez. Je partage complètement votre point. Ça, c'est assez clair, me semble-t-il. Maintenant, sur la masse de consommation et donc sur le comportement d'épargne. On est en train de passer dans la phase de confinement que l'on connaît, on est en train de passer d'une situation où en gros l'épargne des ménages, c'est 15% de leurs revenus. C'est ça la tendance que l'on a de manière relativement inerte. On va passer pendant la phase de confinement à quelque chose qui sera de l'ordre de 21-22% du revenu qui se trouve épargné. Donc on ne va pas rester à ce niveau-là. Cette surépargne, parce qu'une partie est forcée, cette surépargne va se réinjecter progressivement. Est-ce qu'on reviendra à 15 ou est-ce qu'on sera à 17, 18? Je ne sais pas. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour le dire. On sera probablement encore à 18 fin 2021 parce que ce qui va freiner les ménages, c'est avant tout la capacité à maîtriser aussi cette pathologie. Ce qui fait qu'on a été obligé de se plonger dans ce coma artificiel dans lequel a été amenée l'économie. Donc, est-ce qu'il va y avoir, ce qui va participer en premier lieu de l'évolution de l'épargne, c'est l'appréciation que l'on se fera quant à la capacité à maîtriser cet événement majeur. Maintenant, il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte. C'est qu'est-ce qui va en être de l'évolution des réformes économiques. Et en particulier, ce qui est beaucoup plus déterminant, me semble-t-il, sur l'épargne, c'est l'idée que l'on peut se faire de la soutenabilité des régimes de retraite. Or, la réforme des retraites, elle va probablement passer par pertes et profits. Et donc, vont remonter aussi des interrogations sur le besoin de se constituer un matelas d'épargne, parce qu'on va avoir des finances publiques qui seront plus dégradées, et donc des inquiétudes sur la soutenabilité des systèmes de retraite qui va ne faire que monter à un moment où les réformes auront été abandonnées. Donc, je pense peut-être plus à ça, si vous voulez, comme un facteur, on va dire, structurel de comportement d'épargne de la part des ménages, qu'un comportement vis-à-vis de précaution au regard d'une résurgence de la pathologie et donc d'un besoin de constituer un matelas un peu plus important. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je fais un appel général à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me les communiquer par la fenêtre ou je vous ouvre également.
J'ai cru voir, Jean-François, Oui, si vous me oui, permettez, j'ai cru voir passer une question qui disait l'INSEE projette moins 6%, oui, euh, qui était évoquée. oui. Et attention, quand l'INSEE dit moins 6%, c'est l'ampleur du choc associé à 2 mois de confinement. Mais en réalité, l'INSEE n'a pas donné de prévision. Ils n'ont pas fait de prévision sur l'ensemble de l'année 2020 jusqu'à présent. Mais pour discuter régulièrement avec eux, le moins 6%, il doit s'appréhender comme en gros moins 5 de PIB sur l'année. Parce qu'il faut partir de la situation normale, qui était une progression, une croissance à plus 1% du PIB. On enlève 6 points liés au confinement et on tombe à moins 5. Et c'est également ce que retient grosso modo la Banque de France. Euh, pour l'instant, c'est facile de se faire des scénarios catastrophes. On va avoir moins 15 de PIB. Mais bon, il faut se calmer un peu. Il faut essayer d'objectiver les choses. Et moins 5 me paraît aujourd'hui l'hypothèse la plus raisonnable. Ok. Question sur les inégalités. On parle beaucoup des inégalités dans la zone euro. Est-ce qu'on peut aussi avoir des décalages entre les régions françaises? Peut-être là plus pour Pierre Joubert ou Denis aussi. Est-ce qu'il va y avoir des grosses différences, des changements ouais. Peut-être juste un mot. Je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion de le lire, c'est le bouquin de Jérôme Fourquet, L'archipel français, est une référence assez intéressante. Parce qu'on voit bien qu'il y a tout un ensemble de fractures qui étaient d'ores et déjà qui se constituaient avec des formes de communautés, des archipels qui constituent la nation désormais bien plus que la nation en elle-même qui fait lien. Et cette question, elle va prendre d'autant plus d'actualité que on voit bien il va falloir inventer des réponses qui auront à prendre en compte le fait qu'il y a eu des personnes en première ligne et il y a eu des personnes à l'arrière. Et il y a de nouvelles formes de fractures qui sont en train de se tisser. Et c'est aussi par rapport à la réparation de ces fractures qu'il va falloir envisager la manière de sortir du confinement. Les réponses de nature politique, les réponses de nature sociale seront envisagées par rapport à ce comportement différencié pendant la phase de la pandémie des différentes populations. En gros, le Parisien qui allait à la Baule, est-ce qu'on a besoin de mettre en place, par exemple, un dispositif qui encouragerait l'utilisation d'un véhicule électrique? On sait très bien que c'est le Parisien de la Baule qui va profiter de ce type de dispositif public et pas forcément celui qui s'est trouvé en première ligne, le soignant, la caissière, parce qu'il n'a pas du tout les capacités économiques à pouvoir s'acheter un véhicule électrique. Donc on voit bien, il y a plein de propositions hyper importantes qui sont pensées, mais je pense que la première manière de penser les mesures qui seront à faire en post-confinement, ce sera de les penser à l'aune de ce distinguo première ligne arrière. Et ça, ce sera important pour éviter des fractures encore un peu plus marquées. Mais oui, il y a clairement les fractures territoriales, elles sont probablement mises encore un peu plus en avant pendant cette période. Il y a aussi des fractures liées à la paupérisation. Ce sera intéressant de faire un peu un examen sociologique de qui sont les personnes qui sont concernées, qui ont été touchées par cette pathologie. Cette pathologie est souvent aussi révélatrice de problèmes sociaux importants. En ce qui concerne les régions, les réponses qui ont été données très très rapidement par les régions, quand je dis très rapidement, c'est qu'il a fallu attendre le positionnement de l'État dans un premier temps, puisque les régions n'ont pas les moyens de l'État. Et à partir de là, il a fallu effectivement attendre le plan de soutien de la part de l'État avant que les régions puissent se positionner. Les réponses pour l'instant ont été à peu près des réponses relativement classiques d'une région à l'autre. Alors, moi, je n'ai pas fait le tour de toutes les régions, mais j'ai regardé un peu ce qui s'est passé en Grand Est, j'ai regardé un peu ce qui s'est passé en Nord-Pas-de-Calais, parce que les réponses ont été relativement rapides, mais on retrouve beaucoup, beaucoup de réponses de soutien régional qui sont à peu près similaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails autour de la garantie, autour des aides, etc. C'est peut-être sur le plan de relance dont on parlait tout à l'heure, et là où il y aura un besoin effectivement en trésorerie, qu'on risque d'avoir des différences relativement importantes. Mais pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de différences entre les régions. Elles se sont vraiment calquées par rapport à ce que faisait l'État, effectivement, en augmentant globalement, en ayant un effet de levier supplémentaire en ce qui concerne la garantie et les aides. Est-ce que quand même on voit des régions qui sont particulièrement exposées au-delà de la crise sanitaire, sur un ralentissement économique, sur des secteurs économiques? On parle beaucoup du tourisme, par exemple. Ici, la région sud est une région très exposée au tourisme. Je crois que c'est 15% du PIB régional. Est-ce que voilà, il y a une fragilité particulière, notamment ici, ou Denis, c'est des choses qui vont être lissées au total au niveau après de reprise?
Franchement, là, je ne sais pas, je ne sais pas dire. Je pense que c'est encore un peu trop tôt pour pouvoir apporter des réponses assez précises à cet aspect. Je suis désolé, je botterai plutôt en touche sur ça. Et Pierre Joubert, sur l'exposition au tourisme, par exemple, de la région, est-ce que c'est un facteur de fragilité significatif, on va dire, aujourd'hui? Oui, c'est un facteur. Là, je peux répondre à la question. C'est un facteur de fragilité significatif, c'est clair, mais j'ai pas du tout suivi globalement ce qui se faisait pour le tourisme. Ça fait pas partie du tout de mon domaine de compétences. Peut-être juste un mot, peut-être quand même sur cet aspect, c'est que la population étrangère qui vient faire du tourisme dans la région sera probablement beaucoup moins importante. Est-ce qu'on arrivera à la compenser par une population française qui sera un peu plus présente? On va avoir une réduction très forte des mobilités, en tout cas de la distance moyenne des kilomètres, enfin des kilomètres qui seront parcourus au moment d'aller faire des activités touristiques. Ça, c'est Ouais. probablement qu'il y aura à viser beaucoup plus une clientèle franco-française qu'une clientèle internationale. Enfin, j'ai du mal à voir les Chinois revenir très rapidement dans la région. Puis l'impact dépendra beaucoup du confinement, hein. On le voit par rapport au Festival d'Avignon, tout ce qui est en train de se décider, c'est la survie du festival en fait qui est en cause. Mais globalement, si le confinement dure trop longtemps, globalement, on va être obligé d'annuler toute la partie festivité de l'été, qui est quand même considérable en termes de chiffre d'affaires. C'est quand même une activité très saisonnière, donc l'impact il sera immédiat, hein, d'après ce que j'ai cru lire, hein. Je n'ai pas plus d'informations que ça, mais globalement, je sais que la région travaille effectivement sur la partie tourisme de manière particulière, mais je pense que la notion de confinement va être fondamentale. Très bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. On avait dit 1 heure. En tous les cas, merci à nos 2 intervenants. Merci à tous d'être venus. Et puis, on proposera de toute façon l'enregistrement du rendez-vous sur le site gomet.net. Donc, vous pourrez consulter à nouveau cet échange. Et on fera passer aussi, si Denis le permet, les slides qui ont été diffusés pour l'ensemble des participants. Tout à fait. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.